Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 février 2022 pour, je sais pas si on peut appeler ça un rapport de situation, mais enfin on va dire que oui, de nouveau spécialement orienté sur la situation militaire. Je vais le faire de façon un petit peu plus informelle que d'habitude, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'informations pour arriver à vous faire quelque chose qui soit, on va dire, facile à dérouler de manière logique. Comme vous le savez, donc pour ceux qui me suivent régulièrement, cette semaine, donc la Russie a non seulement reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et signé avec elles des accords d'entraide et de coopération, mais en plus, la Russie a finalement déclenché une opération militaire de grande envergure contre l'Ukraine, pour à la fois nous protéger, mais aussi se protéger. Un mouvement qui a été assez mal compris par beaucoup de gens. Donc je vais revenir un petit peu sur les raisons. Les raisons, elles ont été données par Vladimir Poutine dans deux discours très longs. Le premier, celui qui a justifié la reconnaissance de la RPD et de la RPL, où il a rappelé toute l'histoire, on va dire, de la création de l'Ukraine après la révolution de 1917 et la guerre civile qui s'en est suivie, jusqu'à l'effondrement de l'URSS et les années qui ont suivi cet effondrement et l'évolution des relations entre les deux nouveaux États devenus indépendants. Je vous renvoie, alors je ne vais pas dire pour l'instant sur le site, puisque comme d'autres sites, on va dire basés en Russie, eh bien je subis actuellement une attaque DDoS massive sur le site Donbass Insider. Donc le site est inaccessible depuis cette nuit, on travaille avec le fournisseur d'hébergement pour essayer de résoudre le problème, mais pour l'instant c'est assez compliqué, donc je vous renvoie sur les autres plateformes où je publie, à savoir Réseau International et Agoravox, où j'ai publié entre autres une traduction complète du discours de Vladimir Poutine concernant la reconnaissance des deux républiques. Je pense que Vladimir Poutine espérait que cette reconnaissance et le fait qu'elle s'accompagne d'un accord, entre autres d'entraide et de coopération militaire, c'est-à-dire que la Russie accepte de protéger militairement les deux républiques populaires du Donbass, je pense qu'il espérait que ça provoquerait un sursaut, aussi bien côté ukrainien que côté occidental, et qu'ils allaient enfin réaliser que, bon, là à un moment il allait falloir réagir. Arrêter de partir sans arrêt dans des trucs hystériques, etc., mais se mettre à la table des négociations et discuter sérieusement. Et pas du tout. En fait, tout le monde est resté sur la réaction complètement hystérique, au lieu de réfléchir plus de 5 minutes au pourquoi du comment. On a des gens aussi qui signalent quand même que la Russie a attendu pendant des années, hein, quand même les accords de Minsk ont 7 ans, hein, comme je vous en avais parlé la dernière fois, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour réagir de cette façon? Parce que la Russie n'a pas oublié ce qu'il en coûte d'avoir une guerre sur son territoire. La Russie a eu la Première Guerre mondiale, puis la guerre civile suite à la Révolution. Elle a été frappée de plein fouet par la Deuxième Guerre mondiale. Après la chute de l'URSS, donc les guerres, entre autres, la guerre de Tchétchénie, première et deuxième. Donc les Russes se souviennent de ce que c'est que la guerre et ce que c'est que de perdre des proches qui sont envoyés à la guerre, qui sont envoyés pour combattre d'autres personnes. Donc les Russes ont pour principe de préférer un mauvais accord à une bonne guerre. La justesse de cette vision des choses, elle peut se discuter, on peut avoir plein de points de vue assez différents, mais c'est la façon dont eux ils perçoivent les choses. Et je pense que c'est important d'être capable de se mettre un petit peu dans leurs chaussures, et entre autres dans les chaussures des autorités russes, pour comprendre comment on en est arrivé là. Pendant des années, la Russie a espéré arriver à résoudre la crise par des moyens diplomatiques. Je veux dire, aller dire que la Russie n'a pas laissé de place à la diplomatie, c'est du foutage de gueule. Elle a laissé 7 ans à l'Ukraine pour appliquer les accords de Minsk, alors que comme l'a rappelé Xavier Moreau, entre autres, ces derniers, je rappelle, qui ont été les accords de Minsk 2 signés début 2015, avaient normalement une date, on va dire, je vais pas dire de péremption, et normalement auraient dû être mis en œuvre avant la fin de l'année 2015. Donc ils avaient jusqu'au 31 décembre 2015 pour mettre en œuvre ces accords, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 7 ans.
Malgré le fait qu'on avait dépassé cette date, la Russie s'est dit allez, on va y arriver petit à petit, on va arriver à convaincre les Occidentaux, entre autres les Français et les Allemands qui sont garants de ces accords, de s'impliquer un petit peu sérieusement et de faire pression sur l'Ukraine. Mais très vite, ces espoirs ont été déçus. Et puis bon, le mandat de Porochenko est arrivé à son terme, est venu Zelensky, qui a apporté de nouveau l'espoir d'un changement politique. Je dirais, il a été élu sur la promesse que voilà, il mettrait fin à la guerre dans le Donbass de manière pacifique, qu'il ramènerait la paix dans le pays. En plus, à la base, lui, c'est un russophone, hein, il vient de Kryvyi Rog, c'est un russophone. Il parlait très très mal l'ukrainien au départ, mais pourtant, finalement, il s'est plié à la même politique des néo-nazis ukrainiens que son prédécesseur. Et plus ça allait, plus on a vu, entre autres la France et l'Allemagne, partir dans des délires concernant les accords de Minsk, à vouloir impliquer la Russie comme partie au conflit, ce qu'elle n'est pas, à lui reprocher de ne pas mettre en œuvre ces accords, alors qu'encore une fois, elle n'est pas partie prenante, elle n'est que garante, hein, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est comme de réclamer de l'OSCE qu'ils respectent le cessez-le-feu, ou de la France ou de l'Allemagne qu'ils appliquent le volet politique des accords de Minsk, ça n'a strictement aucun sens. Donc la Russie a laissé vraiment beaucoup de place à la diplomatie. Et pour appliquer les accords de Minsk, et pour être entendue sur un plan plus global. Hein, je rappelle, décembre 2021, la Russie a transmis aux Occidentaux, principalement Washington et l'OTAN, des demandes claires en matière de sécurité qui, comme je vous l'avais expliqué, vous retournerez un petit peu en arrière dans mes sites rep, n'étaient pas des objets de marchandage, mais des lignes rouges. Entre autres, l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, entre autres, la possibilité de déployer des missiles américains sur ces territoires, etc. etc. Clairement, l'importance de ces demandes n'a pas du tout été saisie par les Occidentaux. Ils ont cru qu'ils pouvaient marchander et la jouer, allez, on va essayer de trouver un compromis. Mais en fait, c'est pas un compromis, ce sont des lignes rouges. Donc vous avez rien compris à rien. Et à force de rien comprendre à rien, eh bien, on en est arrivé à cette situation-là, où la Russie a vu donc l'Ukraine se lancer dans une escalade militaire contre nous, escalade extrêmement violente, avec des bombardements de zones civiles, des destructions, des victimes, une augmentation constante des bombardements, réaction inexistante des Occidentaux pour dénoncer ce que faisait l'Ukraine. Par contre, on continuait à hurler sur la présence des troupes russes sur le territoire russe. Sauf que bon, ils étaient là pour des exercices. Ils ont d'ailleurs commencé... D'ailleurs, l'Ukraine a commencé à attaquer quand? Eh bien, quand la Russie a commencé à faire rentrer ses troupes dans leur base après les exercices finis. Donc quand la Russie a vu ça, forcément, les exercices qui avaient lieu en Biélorussie, qui devaient se terminer, je crois, vers le 20 février, ont finalement été prolongés. Parce que là, la Russie s'est dit, attends, là, ils sont en train de nous la faire à l'envers. Donc on va rester là un petit peu, il s'est mis d'accord avec Loukachenko, parce qu'il y a besoin. Autre chose qui a décidé Vladimir Poutine, c'est donc le fait que les officiels ukrainiens parlaient de plus en plus ouvertement de dénoncer le mémorandum de Budapest et de faire en sorte que l'Ukraine ait de nouveau l'arme nucléaire. Alors je vous laisse imaginer, vous avez un pays qui a été transformé en un anti-vous, parce que c'est ça, l'Ukraine actuelle, c'est une anti-Russie, qui a inscrit dans sa constitution le fait de rejoindre une alliance militaire qui te désigne ouvertement comme ennemi, comme adversaire, et qui commence à massacrer tes citoyens dans deux républiques que tu viens de reconnaître, pour essayer de leur assurer une protection en montrant bien que voilà, là c'est la ligne rouge, faut pas franchir. Et qui en plus veut se doter de l'arme nucléaire. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans la tête des autorités russes? Comment ils envisagent la situation, ne serait-ce que dans 10 ou 15 ans?
Parce que comme l'a dit Vladimir Poutine, l'Ukraine était une république soviétique extrêmement industrialisée, où il y a encore, on va dire, un certain nombre de techniques et de personnes qui pourraient permettre de relancer très rapidement un programme nucléaire dans le pays. Est-ce que vous imaginez comment eux, ils voient les choses? C'est-à-dire qu'ils voient un pays qui est transformé petit à petit en une espèce de pitbull hystérique contre eux, qui a inscrit dans sa constitution le fait de vouloir rejoindre une alliance qui est contre vous, et qui en plus veut se doter de l'arme nucléaire, et commence en plus à exterminer vos citoyens dans le Donbass. Et quand Vladimir Poutine a essayé de faire comprendre certaines choses lors des discussions avec Macron et Scholz, il a été très clair qu'il n'a pas été entendu. Donc à un moment, il y avait deux choix pour la Russie. Soit intervenir maintenant, tant que c'était encore, on va dire, de l'ordre du faisable, pour, comme l'a dit Vladimir Poutine, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. C'est pas une simple invasion, on le voit. Je veux dire, les Russes font extrêmement attention au niveau des civils. Ils ciblent très précisément, le plus possible, uniquement des infrastructures militaires. C'est d'ailleurs ce qui les ralentit énormément. J'en ai discuté avec des amis russes aujourd'hui qui m'ont dit pourquoi ça va aussi lentement, c'est parce que justement on ne veut pas provoquer un bain de sang parmi les civils. Et donc, nos gars font vraiment très attention. Et comme côté ukrainien, ils continuent leur technique d'utiliser des boucliers humains pour éviter de se faire tirer dessus, ça simplifie pas du tout la tâche des Russes. On a vu des vidéos et des photos qui ont été publiées par des gens qui vivent encore dans la zone du Donbass qui est toujours sous contrôle ukrainien, entre autres à Mariupol, mais à d'autres endroits aussi, où on voit des véhicules militaires ukrainiens entre deux immeubles, où on voit des canons installés dans un terrain de football à côté d'une école, où, enfin, ils s'installent à côté des immeubles, des maisons, des écoles, des maternelles, des hôpitaux. Voilà, c'est la technique que nous on dénonce depuis déjà des années de l'utilisation des civils comme boucliers humains par l'armée ukrainienne, et là c'est clairement visible. Je veux dire, les gens publient ouvertement, prennent des photos avec leur téléphone et envoient ça sur les réseaux sociaux. Donc on le voit, je veux dire, on a même des vidéos où des véhicules blindés ukrainiens qui sont en train de s'enfuir roulent littéralement sur des voitures civiles au mépris total de la sécurité et de la vie des personnes qui potentiellement se trouvent dans ces voitures, parce qu'il y a des embouteillages et qu'ils veulent aller le plus vite possible et que voilà, ils en ont rien à faire. D'accord ? On le voit aussi tout simplement avec les bombardements qui ont lieu maintenant depuis 2 jours, enfin presque 3 aujourd'hui, depuis que l'opération russe a commencé. On a quand même 11 morts parmi les civils depuis le début de cette opération. On a 28 civils qui ont été blessés. C'est énorme, dont 13 hier. On voit vraiment des tirs contre des zones purement résidentielles. Hier, on a été à Gorlovka, donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû voir la vidéo. Je suis désolée, elle est plus de 18 ans seulement, puisqu'il y a 2 corps de personnes tuées, de 2 institutrices tuées par un bombardement de l'armée ukrainienne sur une école de Gorlovka qui n'est pas du tout à côté de la ligne de front. L'école, elle était là avant la guerre. Ils savent où elle est, donc ils savent sur quoi ils tirent quand même. Donc, je veux dire, on a un Tochkaou qui a atterri dans le jardin d'une maison non loin du fameux dépôt pétrolier, vous savez, qui avait été attaqué plusieurs fois à coups de drone. Donc, je veux dire, la Russie avait le choix entre intervenir maintenant pour faire cesser de 1 le bain de sang dans le Donbass et empêcher l'Ukraine de mettre au point ses plans de reconquête militaire des 2 républiques, parce que là on en était là, je veux dire, faut quand même être bien lucide, ils étaient sur le point de se lancer, ils commençaient déjà à faire des tentatives de percée, si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit. Soit attendre quoi, que l'Ukraine ait l'arme nucléaire et puis que potentiellement elle finisse un jour par faire partie de l'OTAN.
Vous imaginez un peu à ce moment-là comment ça serait terminé? C'est-à-dire que la Russie aurait eu à ce moment-là le choix entre défendre ses citoyens russes, et dans le Donbass et sur son territoire, parce que l'Ukraine a tiré sur le territoire russe sans aucun scrupule, hein. Et c'est pas la première fois, en 2014 c'était déjà arrivé, je le signale. Et à ce moment-là, c'est l'Holocauste nucléaire, hein, je veux dire pour tout le monde, puisque bon, si la Russie bombarde l'Ukraine, hein, si l'Ukraine est membre de l'OTAN, article 5, tout le monde est entraîné dedans, y compris les États-Unis, la France et l'Angleterre, qui sont des puissances nucléaires, et ça se termine en extermination de masse pour nous tous. Est-ce que vous considérez que c'est une solution acceptable? Non. Autre solution, c'était quoi pour la Russie? Se coucher, se laisser démembrer en plusieurs petits États, comme le souhaitent les États-Unis, pour qu'elle ne représente plus un danger pour Washington. Mais ça non plus, c'est pas acceptable pour la Russie. Je veux dire, au nom de quoi est-ce qu'ils devraient accepter ça? Je veux dire, si on reconnaît le droit à la souveraineté, à l'autodétermination des peuples, etc., de quel droit, en fait? Est-ce qu'il faudrait démanteler la Russie, etc., pour que, soi-disant, il y ait la paix dans le monde? Non, en fait, pour qu'il y ait une hégémonie dans le monde. C'est-à-dire, en fait, pour que les États-Unis gardent leur hégémonie, c'est ça la situation. C'était pas acceptable. Donc la Russie a décidé d'intervenir. Alors c'est vrai que j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine, je pensais pas que la Russie taperait aussi grand. Je pensais qu'il viendrait juste à notre rescousse et nous aider à repousser la ligne de front jusqu'aux frontières des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Mais en fait, il semble que Vladimir Poutine a décidé de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire à la fois de nous aider à récupérer nos territoires, puisque nous avons été reconnus dans les limites, dans nos frontières qui sont définies au sein de nos constitutions respectives, qui spécifient bien que la ligne de front n'est qu'une frontière temporaire, et de s'occuper une bonne fois pour toutes du problème posé par l'Ukraine post-Maïdan. Parce qu'en fait, je pense que la Russie a compris qu'il n'y aura pas de retour en arrière vers une mentalité saine des autorités ukrainiennes, par la simple discussion, par la simple diplomatie. On l'a vu, hein, je veux dire, depuis que Zelensky est au pouvoir, on refuse de discuter avec les RPD et RPL, on veut bien discuter avec la Russie, mais pas avec les séparatistes. Hors de question de discuter avec eux, hors de question de nous donner le statut spécial alors qu'il est prévu dans les accords de Minsk, etc. Donc le choix de la Russie, en fait, il était très simple. C'est soit elle se couche, dans ce cas-là, les démembrer, et les États-Unis règnent sans partage sur le monde, parce que c'est à peu près ça l'idée, hein. Soit elle attend encore et encore des années à laisser les gens du Donbass souffrir, se prendre des bombardements régulièrement sur la tête, ou risquer des interventions comme là, des tentatives de percée, et elle fait juste que boucher avec des rustines à chaque attaque, jusqu'au moment où l'Ukraine fait partie de l'OTAN et est dotée d'armes nucléaires, auquel cas, ça se termine en holocauste pour tout le monde. Soit elle choisissait cette voie, qui certes n'est pas agréable, mais d'intervenir militairement pour enlever les griffes de l'Ukraine, la priver de ses griffes, la démilitariser de force, la dénazifier, hein, parce que Vladimir Poutine a dit très clairement qu'il tient à juger les criminels de guerre, entre autres les néo-nazis, ceux qui ont participé au massacre d'Odessa, etc., et faire en sorte que l'Ukraine ne représente plus un danger pour la Russie. Alors pour ceux qui me disent oui, mais l'Ukraine ne peut pas être un danger pour la Russie, bien sûr que si. En tant que tremplin pour Washington, elle devient un danger pour la Russie à partir du moment où elle peut devenir membre d'une alliance qui décrit la Russie comme son adversaire et où elle peut héberger des systèmes de missiles, elle devient un danger pour la Russie. Donc, si vous voulez, la Russie, elle avait 3 mauvais choix devant elle, et elle a choisi celui qui était, entre guillemets, le moins pire. Ça veut pas dire que c'est un super choix, ça veut pas dire que on se réjouit de ça, mais à un moment, il fallait faire un choix. Et c'était celui qui était le moins pire pour tout le monde. Donc l'opération a été lancée le 24
à l'aube. Comme je le dis, la Russie cherche au maximum à éviter les victimes parmi les civils, ça c'est évident. Il frappe vraiment les cibles militaires au maximum. Le but, c'est vraiment d'obliger les autorités à ordonner la capitulation, se mettre à la table des négociations, discuter et mettre au point un statut de neutralité définitif pour l'Ukraine, c'est-à-dire l'empêcher définitivement de rejoindre l'OTAN, en faire une Finlande bis, en fait, aux portes de la Russie, et s'assurer qu'elle n'aura plus jamais le potentiel militaire nécessaire pour s'attaquer de nouveau aux républiques populaires, parce que ça aussi c'est quelque chose qui aurait pu nous pendre au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, et ne plus avoir tout un nid de néo-nazis entretenu, etc. Donc pour l'instant, ça avance assez lentement, mais quand même, les forces russes ont presque encerclé Kiev. Là, les Kadyrovtsi, donc les gars de Kadyrov, semble-t-il, sont en train d'être envoyés là-bas. Donc là, ça va être... là, ça va être vraiment sérieux, parce que ces mecs-là, c'est vraiment des troupes d'élite. Kharkov, la ville n'est pas encore prise, mais elle est encerclée. Melitopol est tombée. De notre côté, on a avancé, entre autres en direction de Volnovakha, de Mariupol, et au nord pour la RPL de Stanitsa Luganskaya. Donc Stanitsa Luganskaya est tombée sous contrôle de la RPL, donc cette ville qui héberge l'un des deux seuls points de contrôle, qui à une époque était le seul point de passage de la ligne de front entre l'Ukraine et la RPL. Ça y est, la ville est sous le contrôle de la RPL. RPD, on a pris le contrôle entre autres des villages de Viktorovka, Bogdanovka, Nikolaïevka, Novognatovka, qui sont donc vers Volnovakha. On s'est arrêté là pour l'instant. Par contre vers Mariupol, là on est allé beaucoup plus loin, jusqu'à Pavlopol. Donc on est vraiment en périphérie est de Mariupol. On commence à arriver par là-bas. Et comme je dis, c'est assez compliqué, c'est lent, hein. Il y a beaucoup de champs de mines partout, donc enfin, je veux dire, tu peux pas passer n'importe où. Mariupol est défendu entre autres par des bataillons néo-nazis, hein, Garde nationale, Azov, Haïdar, etc. Donc c'est pas simple, parce que ces gens-là, ils en ont strictement rien à foutre des habitants. Donc on avance assez lentement, mais ça avance. Ça avance, on a percé la ligne de front en plusieurs endroits. Donc au nord d'ailleurs, RPD et RPL, donc vers la zone de Debaltsevo, ont avancé vers Severodonetsk aussi. Donc on est en train de tout doucement en fait de créer des doigts dans la ligne de front, on est en train de percer les lignes de défense de l'armée ukrainienne. Donc ça avance tout doucement. L'armée russe de son côté a capturé une bonne partie du sud de la région de Kherson, y compris le barrage hydroélectrique qui alimente le fameux canal nord de Crimée. Donc au niveau de Kiev, ils sont arrivés par plusieurs directions, par l'est, par l'ouest et par le nord, par la zone d'exclusion de Tchernobyl. Les gardes frontières ukrainiens n'ont pas franchement opposé de résistance. Ceux qui opposent le plus de résistance, c'est bien sûr les bataillons néo-nazis, mais aussi les unités de l'armée ukrainienne, qui pour certaines ont été fortement infestées de néo-nazis, lorsque les bataillons nationalistes, comme on les appelle pudiquement, ont été dispersés un petit peu, ils ont dispatché les gars dans plein d'unités, et donc il y a certaines brigades qui en ont un peu plus que d'autres. Donc celles-là, c'est clair qu'ils vont résister. Il y a un certain nombre de soldats ukrainiens qui sont rendus aux Russes sur l'île aux serpents, hein, contrairement à ce qu'on vous raconte. Il n'y a pas eu 13 valeureux qui, tels les 300 Spartiates, ont tenu face aux Perses. Non, il y avait une 82 soldats, enfin une 80aine de soldats ukrainiens sur cette île. Ils se sont rendus, ils ont déposé les armes. Il y a une vidéo qui les montre d'ailleurs en train de débarquer du bateau qui les a ramenés
sur la terre ferme et qui prennent leurs bouteilles d'eau, les rations que les soldats russes leur donnent. Voilà, ils sont pas maltraités, ils vont bien. Il n'y en a pas eu un seul qui a eu besoin de soins médicaux, donc je pense que ils sont rendus sans tirer un seul coup de feu. Au sud d'ailleurs, le port d'Odessa a été pris par l'armée russe. Donc l'armée russe, elle avance sur plusieurs axes en même temps. C'est assez énorme comme offensive, je m'attendais pas du tout à ça. Personne, je pense, s'y attendait, tellement c'est énorme. Mais je vous avais dit que la réaction de la Russie, face au fait que les Occidentaux n'ont pas compris ces lignes rouges, ça serait sûrement un truc complètement asymétrique et inattendu. Parce que ça, c'est le style de Poutine. C'est-à-dire, il est toujours là où tu l'attends pas. Et là, effectivement, personne ne l'attendait. Hein. Là, franchement, on a tous été vraiment pris de court. Donc je ne vais pas dire que je me réjouis de la situation actuelle, parce que les bombardements sont terribles, parce que ça fait des morts, et de leur côté et d'une autre. Donc ceux qui m'accusent de me réjouir de ça, ou de faire de la propagande pour ça, ou y compris les hackers qui donc s'en prennent à mon site internet, vous avez rien compris, je vous donne des faits. J'essaie d'expliquer la situation de façon factuelle, sans réécrire l'histoire, mais les décisions lamentables et désastreuses, entre autres des Occidentaux et les nouvelles autorités ukrainiennes depuis 8 ans, ont abouti à ce résultat désastreux. C'est tout. Quand tu prends mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision, il y a un moment où il faut payer. Il y a un moment où ça va se péter la gueule et ça va mal se finir. Je vous avais dit que tester comme ça, aiguillonner les Russes, en comptant sur le fait que leur patience serait infinie, ou en prenant leur patience pour de la faiblesse, était une énorme erreur. J'avais raison. Je vous avais dit que le jour où l'ours russe se réveillerait, ça ferait très mal. J'avais raison. Donc oui, j'avais tort en pensant que la Russie ne se lancerait pas dans une opération aussi massive. Là-dessus, je le reconnais totalement. Mais je vous avais dit qu'à force de rejeter la résolution diplomatique des choses, politiques, les Occidentaux et les Ukrainiens allaient à un moment ou à un autre le payer très cher. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Là, on voit Zelensky qui a fait distribuer des dizaines de milliers d'armes aux Ukrainiens, sans même demander des papiers d'identité ou quoi que ce soit. Certaines de ces armes sont déjà en vente sur le marché noir. Vous avez déjà des petites annonces sur Internet pour les revendre. Vous en avez d'autres qui s'en servent pour piller, d'accord, ou pour régler leurs comptes. Et la plupart des gens qui ont récupéré ces armes ne sont pas du tout en capacité de se maîtriser suffisamment. Donc dès qu'ils voient quelqu'un avec un téléphone un peu bizarre, ou qui fait quelque chose qui lui semble bizarre, il tire dessus. On a des gens dans une voiture comme ça qui ont été pris pour des Russes ou je sais pas quoi, ils se sont fait canarder, il y a eu 2 morts. Donc il y a eu des coups de feu dans Kiev alors que l'armée russe n'était pas encore à cet endroit-là. Et c'était pas à cause d'échanges de tirs entre les Ukrainiens et les Russes. C'était les Ukrainiens qui se tiraient dessus entre eux. On a même eu des échanges de tirs avec des policiers qui ont capturé ce qu'ils pensaient être des groupes de reconnaissance ou de sabotage reconnaissance russes, qui sont avérés être des agents du SBU, qui ont donc eux-mêmes recapturé et arrêté les policiers en déclarant que c'était eux les agents russes. Bah, vous voyez le truc, c'est n'importe quoi. Ils ont viré dans l'hystérie et la panique la plus totale. Donc moi, les gens qui appellent à la paix maintenant, qui hurlent que c'est inadmissible. Je voudrais savoir combien de ces personnes ont dénoncé avec la même véhémence le meurtre des milliers d'habitants du Donbass par l'armée ukrainienne pendant 8 ans. Si vous n'avez rien dit pendant ces 8 ans, que vous ne vous êtes pas élevé avec la même force, avec la même hargne, contre l'Ukraine pour son meurtre à grande échelle, des habitants du Donbass depuis 8 ans, ces crimes de guerre contre la population civile. S'il vous plaît, taisez-vous. Hurlez comme vous le faites maintenant, alors que la Russie essaye, elle, contrairement à l'armée ukrainienne, de faire très attention à ne pas toucher les civils, autant que faire se peut. Il n'y aura pas 0 victime civile, hein. Ça, faut être tout à fait lucide, ça, j'y crois pas du tout.
Mais la Russie fait vraiment extrêmement attention. Face à une armée qui, elle, n'a aucun scrupule, depuis 2 jours, et maintenant 3, à tirer intensivement sur les civils ici, en guise de représailles, pour ce que l'armée russe est en train de leur faire. C'est ça la situation. Alors qu'il aurait été très simple, pour Zelensky, surtout en fait pour ses patrons occidentaux, parce que Zelensky c'est une marionnette, de résoudre le problème. S'asseoir à la table des négociations, écouter réellement les demandes de la Russie, les comprendre, les prendre en compte, et simplement acter le fait que vous ne pouvez pas dire à la Russie, nous on a des intérêts en matière de sécurité qu'on a le droit de défendre et vous n'avez pas le droit. La Russie aussi a le droit de se défendre, de défendre ses intérêts en tant que nation, l'intérêt de ses citoyens et leur sécurité. Ce qu'elle demandait n'était pas extraordinaire. Elle demandait à l'OTAN de respecter la promesse qui avait été faite et dont des documents publiés récemment ont montré qu'il y avait bien eu une promesse de l'OTAN de ne pas s'étendre à l'Est. Si vous aviez respecté ça, mis noir sur blanc que l'Ukraine et la Géorgie n'entreraient jamais dans l'OTAN, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme je le craignais, les Occidentaux, complètement perchés par le fait qu'ils ont eu droit à quelques décennies d'hégémonie sur le monde, n'ont pas compris que le monde est redevenu multipolaire. Déjà parce que la Russie s'est relevée, mais aussi la Chine. Parce que la Chine, il ne faut pas l'oublier non plus. La Chine aussi, elle a des intérêts, et la Chine aussi, elle va défendre sa sécurité et ses intérêts. Donc à un moment, il faut arrêter de considérer que les Occidentaux, ils ont tous les droits, et que la Russie et la Chine, ils ont juste le droit de la fermer et de se plier aux règles dictées par l'Occident. Ça ne peut pas marcher comme ça, et ça ne marchera pas comme ça. Donc on va voir, ça va être plié. Je veux dire, je l'avais dit, hein, qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine durerait quelques jours, quelques semaines à tout casser, parce que l'Ukraine c'est quand même un grand pays. Mais ça va pas durer des années. Et là maintenant vous voyez la différence. Je vous avais dit, hein, que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine en 2014, et que si un jour ça devait arriver, vous verrez la différence. Là vous la voyez. Voilà, là la Russie pour le coup a lancé une offensive, vous voyez la différence, vous voyez à quelle vitesse ça va, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en 2014-2015. Donc au lieu de distribuer des armes partout, la meilleure chose que Zelensky pourrait faire, c'est d'ordonner de déposer les armes et immédiatement dans la foulée de tenir des négociations avec Vladimir Poutine. C'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Mais armer des civils qui n'ont pas les compétences pour manier des armes à feu, ou armer des malfrats qui s'en servent pour piller les magasins, pour attaquer les gens, etc., ça ajoute du chaos au chaos. Et après, ils pourront dire que c'est de la faute des Russes. Non. C'est des décisions débiles à la Volkssturm, ça marchera pas, ça sauvera pas l'Ukraine, et ça va provoquer encore plus de bains de sang parmi les civils, alors que c'est quelque chose que la Russie essaye d'éviter. Donc là, on a des craintes qui ont été exprimées par Denis Pouchiline, on a des renseignements comme quoi l'Ukraine, en fait, va utiliser, entre autres, ses lance-roquettes multiples grades contre un certain nombre de villes potentielles, Slaviansk, Mariupol, pour ensuite attribuer les tirs à la Russie, donc faire un bain de sang parmi les civils, et puis dire, vous voyez, la Russie, c'est des barbares. Là, ils sont en train de jubiler parce que, semble-t-il, ils vont obtenir que la Russie soit déconnectée de SWIFT. Sauf que les Européens vont énormément souffrir de ça. Vous vous en rendez compte ou pas? Parce que je vous l'ai dit, hein, votre gaz, vous n'allez pas pouvoir le payer avec des malles de billets à faire transiter à la frontière. Ça va pas pouvoir marcher comme ça. Hein. Donc vous allez payer comment le gaz? Vous allez payer comment le pétrole russe que vous achetez? Je vous pose la question sincèrement, hein. Enfin, sans parler entre autres des céréales, puisque la Russie est devenue un énorme exportateur de céréales, vous allez faire comment pour payer tout ça?
si vous déconnectez la Russie de SWIFT, vous allez morfler. La Russie, elle a déjà son alternative qui existe. Elle a juste à le généraliser à l'international. Il existe déjà en interne. Il y a quelques banques, entre autres chinoises, qui l'utilisent déjà. Je vous ai dit, hein, le gaz qu'elle vous vendra pas, elle le vendra à la Chine. Hein. La Chine en a besoin. Du gaz pas cher, ils vont prendre. Hein. Je peux vous assurer. Donc arrêtez de hurler qu'il faut sanctionner la Russie, qu'il faut ci, qu'il faut mi. Il aurait fallu hurler bien avant qu'il fallait sanctionner l'Ukraine. Pour son non-respect des accords de Minsk, pour ses crimes de guerre dans le Donbass. Personne n'a rien fait. On a été quelques-uns à alerter depuis des années, en vous disant qu'à force de laisser faire, à un moment, la situation allait devenir incontrôlable et risquait de dégénérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On vous a averti. On a été un certain nombre à dire, attention, il serait peut-être temps de réagir avant que ça parte complètement en sucette. Maintenant que ça part en sucette, tout le monde hurle avec la meute, en mode « Ah, c'est inacceptable ce que fait la Russie ». Et ce que faisait l'Ukraine dans le Donbass pendant 8 ans, à massacrer des milliers de civils, c'était acceptable. Il aurait fallu que la Russie continue en fait à regarder le spectacle avec un seau de popcorn et une bonne bière. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Enfin, j'aimerais quand même que certaines personnes qui se disaient pro-Russie, etc., qui maintenant réagissent en mode poule sans tête, se mettent un petit peu à la place et des dirigeants russes et des habitants du Donbass qui endurent ça depuis 8 ans. Je discutais avec les gens ici, ils disaient, mais ils sont là en train de nous faire une hystérie mondiale parce que les gens dorment dans le métro à Kiev et à Kharkov pour se mettre à l'abri des bombardements. Eux, ça fait qu'une nuit ou deux. Il y a combien de gens ici qui vivent dans les sous-sols depuis 8 ans, dans l'indifférence totale de ces mêmes médias et de ces mêmes personnes qui aujourd'hui hurlent avec la meute? J'aimerais quand même qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. On voit bien sûr beaucoup de fake. Faites très attention avec les informations. On a entre autres Bernard-Henri Lévy, qui a relayé une vidéo d'un soi-disant papa ukrainien qui a envoyé sa fille à l'étranger, l'évacuer à l'étranger pour que lui il aille se battre pour l'Ukraine, sauf qu'en fait la vidéo elle venait de Gorlovka lors de l'évacuation des femmes, des enfants et des vieillards dont je vous ai parlé. Ouais. Je lui ai signalé sous son tweet, je lui ai répondu avec un lien vers la vidéo originale sur la chaîne Telegram du maire de Gorlovka. Hein, je veux dire, plus fiable que ça pour prouver l'origine, je pense que tu meurs. Mais il a toujours pas retiré sa bouse, donc c'est bien. On est en pleine falsification. On a des histoires de soldats russes capturés qui la jouent pleureuse devant les caméras. Mais en fait, on s'aperçoit que les mecs, ce sont des activistes de groupes néo-nazis ukrainiens. Donc voilà, hein, ils nous ont sorti la panoplie d'acteurs et puis les caméras pour nous jouer les violons. Donc faites très attention. Il y a beaucoup de fake. C'est très compliqué d'avoir des informations fiables sur ce qui se passe. À Kiev, là, il y a eu un immeuble qui a été touché. Certains ont pensé au début que c'était un missile russe qui s'était perdu, et en fait pas du tout. C'est la défense antiaérienne ukrainienne qui a réussi l'exploit de flinguer un immeuble d'habitation. En tentant d'abattre, je sais pas quoi, des missiles russes, certainement. Donc on est dans une situation qui dégénère totalement. Mais c'est pas en réagissant de manière hystérique comme le font les Occidentaux que ça va résoudre la situation. C'est pas en imposant des sanctions contre la Russie que vous allez résoudre la situation. La situation, vous la réglerez le jour où vous vous asserrez à la table des négociations, vous accepterez les demandes de garantie de sécurité que la Russie a posées, et que vous accepterez le fait que votre période d'hégémonie est terminée. Le monde est multipolaire. Et non, vous n'avez pas le droit de parler à la Russie, à la Chine ou à d'autres pays comme s'ils étaient vos clébards. Il va falloir que les Occidentaux apprennent à discuter avec les autres pays d'égal à égal. D'arrêter d'aller foutre la merde avec des révolutions de couleurs,
du financement d'ONG et d'autres merdes pour aller foutre le bordel et le chaos chez les voisins. Que chacun s'occupe de ses affaires internes. Je pense que chaque pays a bien assez à faire, sans aller foutre le why chez les autres. Voilà, c'est ça la situation actuellement. Il y avait eu une espèce de suspension des mouvements de troupes russes. Dmitri Peskov a dit que c'était parce que l'Ukraine avait dit en fait on est prêt à négocier. Donc la Russie a attendu un peu, a dit à ses gars vous stoppez le mouvement, on va voir, parce que s'ils acceptent de négocier et de rendre les armes, finalement ça a été après ils étaient aux abonnés absents, donc Poutine a dit bon continuez. Hein, je veux dire je pense que ça sera plié en quelques jours. Si pas moins, surtout maintenant que les Kadyrovtsi sont dans la danse. Donc ils ont été envoyés vers Kiev. Donc je pense que la capitale ukrainienne tombera sous peu, tout simplement. C'est lamentable de devoir en arriver là. Mais si les Occidentaux s'étaient pas mêlés de destituer Yanukovych parce qu'il avait pris la décision, en toute intelligence, d'accepter l'offre russe plutôt que l'offre européenne, parce que l'offre russe était beaucoup plus intéressante en termes d'aide, entre autres économique, on n'en serait pas là. Et je pense que ça serait quand même pas mal de méditer là-dessus, qu'à force de foutre le bordel chez les autres, il y a un moment où il y a un retour de flamme. Et là, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Voilà. Ça recommence à tirer. Je sais pas si on l'entend sur le micro de la caméra, mais moi je l'entends bien. Donc j'espère que ça va bientôt se terminer. Parce que plus ça dure et plus il y aura de victimes de tous les côtés. Et c'est pas souhaitable. Je pense qu'au lieu de piquer une crise hystérique contre la Russie, les gens feraient mieux de dire à Zelensky de déposer les armes et de discuter réellement et sincèrement et avec la Russie, et avec les RPD et la RPL, pour définir les règles de coexistence pacifique avec ses voisins. C'était ce qui aurait dû être fait depuis le début, et ça aurait épargné tout ça. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, pour un rapport de situation normale. Celui-ci, il y aura assez peu d'incrustations, etc., pour vous montrer ce qu'il en est, pour que je puisse le publier très vite. J'espère vraiment que le site va pouvoir être de nouveau opérationnel bientôt. Sinon, comme je l'ai dit, je vous mettrai en description le lien vers mon profil sur Agoravox et sur Réseau International, où vous retrouverez tous mes articles, en attendant qu'on trouve une solution pour résoudre ce problème. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, non seulement prenez soin de vous, mais prenez le temps vraiment, pour certains qui sont un peu offusqués, etc., de réfléchir à l'ensemble de la situation, à l'ensemble des tenants et des aboutissants. Bonne soirée à vous.